C'est trop un coin. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudomo et cette semaine je rencontre Benoît Raoult. Benoît a créé deux sociétés, la première étant dans l'industrie médicale s'appelle Jumeaux et la seconde plutôt dans la communication et la gestion d'IPs et de mascottes qui s'appelle Duno. Benoît gère d'une main de maître aujourd'hui son grand écart professionnel puisque ces deux industries ne pourraient pas être plus différentes l'une que l'autre, mais finalement on se rend compte en fait que ce qu'il sait faire, ce qu'il a proposé à ses clients avec Jumeaux, c'est-à-dire de bien adapter leurs besoins à un marché compliqué comme la Chine, en digitalisant aussi leurs services ou leurs solutions. C'est aussi ce que lui, il a appliqué à sa propre société et qui a finalement donné naissance à Duno, qui aujourd'hui bénéficie d'une traction assez incroyable, puisque c'est une activité qui a aujourd'hui moins d'un an. On rentre aussi dans le détail de l'équilibre professionnel-personnel, puisqu'il a un côté créatif, artistique, qu'il essaye de cultiver, même si c'est pas forcément tous les jours facile. On parle aussi de ses ambitions, de ses évolutions, mais surtout de comment il en est arrivé là, puisque son parcours est aussi assez atypique. Si vous aimez cet entretien, je vous invite à le dire, à me laisser des commentaires, abonnez-vous sur iTunes et surtout partagez ça avec vos collaborateurs, vos amis, vos collègues, parce que je suis sûr que cet échange peut aussi leur servir. On se retrouve à la fin de l'entretien pour un petit mot. Bonjour Benoît, bienvenue sur un nouvel épisode de Backstage. En effet, comme on disait là justement en préparation, c'est vrai qu'on se connaît bien, on se connaît beaucoup. On est impliqué sur plusieurs projets, que ce soit professionnels mais aussi associatifs, entre autres avec la French Tech, dont on va pouvoir reparler aussi à un moment. Moi, ce que j'aimerais commencer par peut-être échanger, c'est déjà de comprendre d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en Chine. Peut-être qu'on va commencer par ça d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en Chine, en quelques mots? Parce que les gens ont entendu parler de toi et ils ont peut-être besoin de remettre un petit peu une étiquette sur ce que tu fais. Sur le mapping de ce que je fais. Voilà. Je suis impliqué dans pas mal de choses, effectivement. J'ai deux entreprises. Une qui s'appelle Jumeaux, donc, qui est une agence qui permet aux entreprises françaises dans le domaine médical de rentrer sur la Chine. D'accord. Avec une ouverture prochaine qui va être d'aller dans l'autre sens, sans doute. Okay. Il y aura quelques news à ce niveau-là qui vont pas tarder à arriver. Avec une approche du coup conseil Oui, c'est très conseil. C'est vraiment une approche de consulting, d'aide à l'entrée sur le marché. D'accord. Entrer sur le marché, on a un petit incubateur aussi, okay. Qui permet d'accueillir certaines entreprises dans leur démarrage sur la Chine. Voilà. On a vraiment ça. On pourra peut-être rentrer un peu plus dans le détail après, parce que ça peut être intéressant de voir justement qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais. Ouais, ce qui moi me fascine généralement dans les solutions que tu apportes. Et l'autre casquette? Et donc l'autre casquette d'Uno, c'est quelque chose de complètement différent, puisque c'est une agence qui manage les mascottes. Donc en fait on rend célèbre les mascottes sur la Chine. On s'est rendu compte donc il y a quelques mois seulement, c'est une agence qui ça fait 9 mois maintenant, mais qui est assez successful, je pense. On a une très grosse traction aujourd'hui. Donc la Chine est très utilisatrice de mascottes dans leur écosystème. Les entreprises étrangères en ont besoin aussi pour communiquer en Chine. On s'est rendu compte qu'on a trouvé des études en fait quand on a travaillé notre recherche, que quasiment, les marques qui ont une mascotte, qui ont une histoire, sont à peu près 40% plus efficaces que les marques qui n'en ont pas en Chine. Donc, alors c'est vrai que ça m'a toujours marqué. C'est pareil, ça fait combien de temps que tu es en Chine maintenant? Moi, je suis arrivé les premières fois en 2008. En 2008. Donc, moi, c'est à peu près pareil. Ça va faire quelques années que je suis là. Et c'est vrai que ça m'a toujours marqué de voir que le gars, le petit entrepreneur qui ouvrait une boutique au coin de la rue, où il n'avait pas forcément d'ambition de chaîne, etc., tout de suite, en fait, il mettait une mascotte à côté de son logo. Son logo venait tout de suite avec un petit personnage. C'est ça, et vous surfez là-dessus. C'est vrai que c'est moins courant en Europe. Oui, bien sûr. Mais en fait, quand on regarde les marques européennes, elles ont aussi des mascottes. Et elles ne sont pas travaillées en fait. Enfin, un Peugeot avait un lion. Si on regarde, il y a beaucoup des marques. Bic a un petit personnage. Michelin a le Bibendum. Il y avait toutes ces mascottes aussi, mais elles n'ont pas forcément été toutes travaillées. Michelin a été pas mal travaillé en l'occurrence. Le Bibendum a vraiment eu une personnalité à un moment donné, un peu délaissée aujourd'hui, mais qui est toujours présent.
Mais ça existe aussi, en fait. Et qu'est-ce que vous faites alors pour les faire vivre, ces mascottes? Quel type de service vous proposez? En fait, on peut partir de mascottes qui n'existent pas, donc les créer et leur donner vie, ou on part de mascottes existantes et on va leur donner vie. Donc leur donner vie, ça consiste à créer un brand univers. Donc on continue à développer l'univers de la marque en donnant vie à cette mascotte, en cherchant à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc c'est une approche très stratégique, quelle est l'audience, pourquoi on va l'utiliser, comment on va l'utiliser. Et de là, on va la mettre en valeur souvent sous la forme d'illustration ou de bande dessinée. D'accord. Donc on va faire beaucoup de scénarisation et de réalisation au niveau d'illustration de bande dessinée. Et ensuite, c'est utilisé et diffusé comment? Surtout par WeChat ou finalement C'est diffusé principalement sur des médiums digitaux, donc pas forcément que WeChat. Il y a certaines marques qu'on communique même par exemple sur Facebook pour certains, parce qu'on a aussi cet intérêt de pouvoir aller sur les médiums étrangers en Chine. On a les deux côtés. Donc récemment, j'ai appris que ça s'appelait aussi des buvards dans le temps. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Voilà, on en avait parlé. Donc dans le temps, on avait ces petits buvards publicitaires. Donc j'ai fait un peu de recherche là-dessus et en fait, on revient à ça. Donc en fait, le buvard a évolué ensuite sur les sets de table dans les restaurants où en fait on se retrouvait à pouvoir apporter des messages marketing sur les sets de table qui sont des utilisations consommables de papier ou choses comme ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait ce même genre de choses, donc des petites illustrations qui tiennent sur une page et sous un format digital. D'accord. Et selon toi, on est très loin de la BD française, du coup? On est sur une adaptation. Parce que tu es un fan de BD, oui, je suis un toi tu vois vraiment la différence aujourd'hui. Oui, de par mon expérience dans différentes zones géographiques de la planète, j'ai eu la chance de toucher aux différents écosystèmes de la bande dessinée, et c'est quelque chose que j'aime bien. Non, ici on essaie d'adapter un peu les choses. Le but du jeu, c'est de toucher l'audience chinoise, donc il faut faire quelque chose qui leur parle, mais pas forcément basé sur les codes du manhua chinois uniquement, parce qu'on apporte aussi des marques étrangères. Donc d'avoir un espèce de code mixte qui fonctionne entre les deux, quoi. Donc le manhwa, c'est un peu comme le manga japonais. Exactement, le manga, c'est ce qu'on va trouver en Corée ou au Japon. Le manhwa, c'est ce qui existe en Chine, qui est très proche de la culture manga japonaise au finish, mais qui a ses propres codes aussi. Mais on s'est éloigné de ça un peu volontairement. On est assez proche de la bande dessinée belge en fait, sur ce qu'on fait dans pas mal de cas aujourd'hui. D'accord. Et on a des nouveaux projets là où on va sans doute se rapprocher plus du style manhwa pour être plus chinois dans l'approche. Donc là, c'est là où il faut travailler avec des illustrateurs qui ont ces capacités aussi d'aller vers différents types d'illustrations. En fait. Parce que du coup, tes clients sont plutôt chinois ou étrangers? On a les deux. Ouais. On a vraiment les deux. Donc des Chinois qui ont des mascottes qui veulent qu'on les développe ici, et on a des gens de différents pays, Italie, France, États-Unis, qu'on apporte ici et qu'on aide à développer ces marques. D'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse avec le podcast, c'est de comprendre en fait le comment des choses. En fait, donc déjà, ce qui est incroyable, c'est de se dire que aujourd'hui, tu es sur ce business qui fonctionne plutôt bien, tu as une très bonne traction, puisque tu as fait un pivot récemment qui t'a amené à Duno et avec ce type de service. Mais comment tu as eu l'idée en fait de lancer ça? Parce que c'est ça en fait. Avant, tu étais plutôt dans on va dire dans l'accompagnement web global général, on va dire. Et comment tu as réussi à affiner et à travailler sur cette partie tellement niche? En fait, ça a été un travail avec l'équipe. C'est pas un travail que j'ai réalisé tout seul. En fait, toute l'expérience que j'ai fait sur Jumo à aider les entreprises à rentrer sur le marché chinois, j'ai beaucoup travaillé avec elles à prendre leur savoir-faire, parfois prendre leur innovation core et à le repositionner en Chine, parfois de façon un peu différente, voire complètement différente de ce qui est fait en France. Et ça m'a pas mal aidé, et je pense que j'ai appliqué à moi-même ce que j'ai appris sur mes clients. Assez simplement, voilà. Je le faisais pas beaucoup avant, mais voilà. on grandit tous, je pense. Et donc j'ai refait ce travail-là, et on s'est rendu compte que une partie des corps compétences qu'on avait dans l'équipe, elle était très orientée illustration. Et en fait, on a regardé de plus en plus le métier d'illustration et qu'est-ce qu'il y avait à faire avec ça. Et en fait, on avait de l'autre côté ce besoin de mascotte qui est existant, qui est omniprésent ici. En ayant fait une étude on a regardé à peu près 350 agences digitales qui sont sur Shanghai. Il n'y en a aucune qui est focalisée là-dessus. D'accord. Alors qu'en fait, il y en a quand même pas mal qui le font, mais c'est pas forcément leur corps métier en fait. Et on a eu la chance d'avoir un premier client assez gros dans ce domaine de l'IP licensing qui nous a traîné, on va dire, aussi dans cet écosystème-là. Okay. Et de là, on a décidé de faire un pivot très clair en se mettant que là-dessus, en disant qu'on est une Character Branding Agency qui a un positionnement très clair et qui nous différencie et qui fait qu'on est contacté par des gens complètement différents aujourd'hui
en étant professionnel de ce secteur-là. Alors justement, en fait, ce que tu expliquais, ce que tu as fait pour d'autres clients avec Jumo, je pense que c'est un exercice qui est très compliqué. Et aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui se disent que on entend souvent ça. Moi, je pars dans tous les sens, on fait ça et ça plus ça. Et puis, il y a un moment, toi, justement, tu accompagnes dans la réflexion, la stratégie de tes clients. Et ce que tu as fait pour toi, c'est de se dire, bon, déjà, on va se focaliser sur, un, ce qu'on sait bien faire, et de deux, ce que le marché peut demander, en fait, peut attendre. Est-ce que tu as aujourd'hui une feuille de route, une sorte de document de travail qui te dit, bah voilà le process. Est-ce que tu as réussi à analyser ça, en fait, et vraiment de dire, bah, on peut le reproduire à chaque fois? En fait, c'est un process d'analyse stratégique. J'ai pas envie je pense que j'ai rien inventé. Ouais. Je suis revenu aux fondamentaux du marketing, de comprendre de quoi a besoin le marché, de partir d'un besoin du marché. Donc, ce besoin de mascotte, il était présent, pas forcément servi. Okay. Il y avait une recroissance de la bande dessinée en Chine qui existait, qui avait un peu disparu. Et puis, avec le retour à la 2D après la 3D, on a vraiment un momentum qui se crée par rapport à ça. J'avais la chance d'être dans un écosystème aussi où il y avait des gens qui se développaient par rapport à tout cet écosystème avec Zoe qui est passé déjà aussi dans le podcast. Dans le podcast plutôt. Donc qui est une artiste incroyable, qui a quand même toute une communauté ici. Et donc baignant un peu dans cet univers-là, en fait c'est devenu assez logique de comprendre ce besoin. Donc j'allais dire c'est de l'analyse, c'est un travail de recherche, de trouver de la bonne information, de se positionner avec. Et ensuite, c'est de réfléchir avec des compétences présentes, comment on se positionne réellement. Et je crois que c'est aussi se focaliser sur une chose, c'est accepter de refuser et de dire non à ce qui ne rentre plus dans la stratégie, parce qu'en Chine, on est sollicité, il y a une tonne de projets qui sont sympas, mais en fait, il faut rester focus à un moment donné sur ce qu'on fait et ce qu'on fait bien. Ce qui m'emmène aujourd'hui à aller vers une levée de fonds, sans doute, sur cette entreprise-là du mot, pour rester focus, parce qu'en fait, on est toujours short d'un point de vue cash, parce qu'on est en très forte croissance, et que du coup, on a besoin d'aller chercher un minimum d'argent qui va faire qu'on va pouvoir rester focus et refuser les petits projets qu'on aurait tendance à aller chercher pour arrondir arrondir un peu les fins de mois, on va dire, et rester vraiment core sur ce qu'on va faire bien et continuer à driver là-dessus, quoi. Et ça, c'est un peu la clé, je pense, c'est d'avoir une stratégie et de s'y tenir. Et souvent, en Chine, on est très sollicité. Pour faire, c'est marrant parce que à l'heure où on enregistre cet épisode, en fait, on est en train de diffuser l'épisode de Stéphane Monsalier, et c'est vrai que l'un des sujets qu'on a abordé, c'est de savoir dire non, en fait, et d'apprendre à savoir dire non. Et c'est vrai qu'en Chine, on est extrêmement sollicité. Alors aussi parce que on a choisi d'être impliqué dans la communauté et donc d'être forcément exposé et visible. Aujourd'hui, toi aussi, tu es on va dire, tu as fait partie des fondateurs du hub de Shanghai pour la French Tech. Et alors justement, en fait, peut-être de revenir un peu sur ton histoire. Comment toi t'en es arrivé là aujourd'hui? Parce que quel background tu as aujourd'hui? Tu travailles dans le médical, l'accompagnement, donc justement sur le pivotage ou le pivot en fait des boîtes qui veulent rentrer sur la Chine. Tu fais un peu autour du cartoon et de la BD. T'es dans la French Tech. Comment on en est arrivé là? C'est un parcours un peu particulier, mais c'est pas un parcours très très classique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passés sur le podcast. Ouais, qu'on est pas pour corporate normal. Sinon, ce serait pas forcément. Non, mais c'est sûr qu'on est. Je pense. T'as fait quoi comme étude? Alors, j'ai commencé par un IUT d'électronique. Ok. Donc c'est ça ma formation d'origine. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique orientée sur la théorie des langages et des gros systèmes. J'ai été diplômé en 2001. D'accord. Donc c'est un petit moment maintenant. En parallèle de ça, j'avais monté un premier projet, une première entreprise, si on veut, qui était orientée sur la chromatographie, donc un équipement pour la chimie particulier que j'ai créé de façon numérique. D'accord. Donc ça a été un premier projet dont une partie de l'ingénierie a été diffusée ensuite en 2003, enfin revendue en 2003. Et donc tu avais lancé ça juste après l'école. Ouais, voilà, tu avais fait ça tout seul? Non, avec un ami chimiste aussi, on a bossé sur ce projet-là, et on est arrivé à ça, quoi. Et vous l'avez vendu dans l'idée de transmettre la technologie et le savoir-faire? En fait, moi je ne savais pas ce que je faisais à l'époque. Oui, j'imagine. J'étais ingénieur, j'avais pas du tout cette notion entrepreneuriale, j'étais pas du tout dans cet univers-là, je connaissais sans doute pas le mot entrepreneur, pour être honnête. Donc c'était plus de l'ingénierie et un défi technologique, j'étais très technicien. D'accord. Donc vraiment, il y avait un défi technologique qui était sympa à relever, voilà, on l'a fait, on l'a monté. Et en parallèle, est-ce que vous en viviez déjà? Non, pas du tout. Non, c'était pas vraiment ça, il y avait eu vraiment un engineering, un développement qui a été fait, quoi.
Moi, je bossais à Thales en parallèle. Donc, je suis rentré dans une SS2I après mes études. C'était assez classique quand on sortait d'école d'ingénierie informatique. Je travaillais sur Paris, je bossais pour Thales sur un gros projet de système radar. Et donc il y a même des technologies qui se retrouvent entre les deux d'ailleurs sur certains types d'isolation, qu'importe. Donc je vivais de Thales et je m'amusais sur ce projet-là, on va dire c'était vraiment ça l'idée, quoi. Donc j'étais vraiment un technicien électronicien numérique à monter des choses comme ça, donc monter des cartes mères et des choses comme ça, monter des couches logicielles qui allaient par-dessus, quoi. Ah oui. J'ai une spécialité en OS temps réel, on va dire, donc programmation bas niveau et des choses comme ça. D'accord. Que j'avais pas mal développé à l'époque, quoi. Enfin, ok, donc très très loin de ce que tu fais aujourd'hui. très éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Une fois que j'ai fait ça, en 2003, je suis parti un an autour du monde, en théorie, c'était comme ça, où on s'est arrêté un peu au Guatemala pour contribuer. Moi, j'ai travaillé un peu avec une ONG là-bas sur place, qui s'appelle Los Payasos, qui est une ONG qui a un programme de prévention contre le sida au travers de spectacles de clowns et de positionnement de planning familiaux dans les villages. Donc ça a été lancé au Guatemala, puis après ça s'est développé un peu en Amérique centrale et en allant jusqu'à l'Amérique du Sud. Voilà. C'est un projet qui est toujours aujourd'hui actif et qui est toujours présent. Donc j'ai plus aucune contribution dedans, mais c'était rigolo d'avoir contribué à un moment donné sur ce projet-là. Et tu es resté combien de temps au Guatemala pour faire ça? Un peu moins de 6 mois en tout. D'accord. Ouais. En fait, j'ai circulé entre le Guatemala et le Belize, mais à un moment donné, voilà, j'ai passé du temps là-bas et avec une équipe très sympa. Donc en fait, ton tour du monde, tu as fait la France, Guatemala, tu es resté 6 mois et c'est fini. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon tour du monde, je suis passé en Asie, justement, en Asie du Sud-Est à ce moment-là, principalement avec un arrêt à Hong Kong. Et sur les 4 mois que j'ai passé là, j'avais considéré que j'avais rien compris, d'un point de vue au moins culturel, et qu'il fallait sans doute revenir vivre dans cette zone-là pour en comprendre un peu plus, en fait. Donc je m'étais un peu mis dans ma tête qu'un jour je reviendrais vivre en Asie. Donc dès ce moment-là, 2003-2004, j'étais un peu là-dedans, quoi. Ensuite, je suis rentré en 2004 sur Paris et je me suis mis à travailler dans le domaine de la photo. Donc j'ai une vie artistique en parallèle aussi. C'est vrai. Et donc j'ai monté un petit atelier de photographie à l'époque. J'étais très proche du photoclub de la SNCF Paris Nord à l'époque. J'ai appris plein de choses des gens qui étaient là-bas, qui m'ont vraiment enseigné une grosse partie de ce que je fais en photographie aujourd'hui. Donc avant que je parte autour du monde et après, en fait, j'ai continué à travailler avec eux. J'ai enseigné dans des collèges, par exemple, des collèges en zone de violence autour de Paris. Enseigné quoi alors? La photographie, ah, oui. Ouais, voilà. Donc je me suis mis sur des missions comme ça pendant quasiment un an. Et en fait, c'est pas très facile de vivre de ça. Sur un moment en plus où le digital au niveau de la photographie arrivait, donc la photographie numérique se positionnait, tout le monde devenait photographe. Ouais. Donc c'était pas facile de vendre de la photo ou de vivre de ça. Et puis entre être artiste et en vivre tous les jours, il y a une grosse différence, en fait. Bien sûr. Donc je suis retourné à l'ingénierie en fait à ce moment-là. Donc je suis retourné chez Thales parce qu'il y a une équipe de Thales qui m'a demandé d'aller travailler avec eux sur un petit projet sur ce moment-là. Donc je suis repassé par la SS2I avec laquelle j'avais travaillé dans le passé. Et derrière, on m'a proposé une mission pour travailler pour Rome Electronics, un industriel japonais, pour fabriquer un petit chip pour lire de la musique sur les téléphones portables. Donc l'univers système embarqué encore, où j'avais une partie logicielle à développer, avec une équipe à Paris pour la partie logicielle, une équipe au Japon pour la partie hardware du chip, et un client qui était Nokia. D'accord. Donc du coup, projet intéressant avec une connexion avec l'Asie. Donc la culture japonaise à l'époque, qui m'avait bien plu, en toute honnêteté, j'ai bien aimé ça. On a mis à peu près un an et demi à réaliser cette puce et à la vendre à Nokia qui l'a intégrée dans ses téléphones et qui avait aidé Nokia à l'époque à vraiment se positionner sur le côté entertainment dans les téléphones. C'est vrai. Nokia a frappé des choses après, mais voilà. Et de là, en fait à l'époque je suis parti au Canada pour accompagner ma compagne de l'époque qui elle avait trouvé un travail dans le Nouveau-Brunswick au Canada. Donc moi je suis parti sans rien, sans travail là-bas. À l'époque ils nous donnaient des visas de travail de 2 ans open sur le Canada pour les couples francophones qui en fait cherchaient à repeupler en personnes francophones dans cette partie du Canada. Et j'ai fait des petits boulots avant d'arriver à travailler pour Beltex, donc qui était une société qui faisait des logiciels de management de warehouse pour tout ce qui est produit à faible durée de vie, donc les sandwichs, les choses comme ça. Donc vraiment le management de la warehouse, c'est le programme de routine pour pouvoir aller apporter les
des sandwichs et tout ça sur des étagères dans des points de vente en fait. Ok. Donc je suis rentré chez eux comme développeur et puis j'ai évolué jusqu'à arriver à un rôle de directeur technique. C'est une entreprise d'une 50aine de personnes et on a contribué à préparer la boîte pour la revendre. Et c'est là où moi j'ai commencé à toucher cette vision business. C'est là vraiment où je considère que j'ai mis un déclic à ce un doigt sur cette partie-là entre le pur technicien et puis qu'est-ce que ça veut dire business. Ouais. Et ensuite je suis retourné en France où je suis rentré dans un executive MBA en fait. Donc là on est 2008, donc c'est le tout début où je vais rentrer en Chine. Donc je suis repassé en France au milieu. J'ai signé pour un executive MBA entre Panjin University et l'ESC à Rennes. Ah, ok. Et c'est comme ça que tu es revenu sur la Chine. Et voilà, là je suis revenu sur la Chine avec donc je suis rentré travailler pour une start-up de Rennes qui était mes anciens collègues d'école d'ingénieurs qui avaient continué eux à travailler sur des projets de recherche, puis à faire un spin-off de ces projets de recherche et monter une start-up et ils venaient juste de lever des fonds. Et j'ai été recruté principalement pour ouvrir le bureau aux États-Unis à l'origine. Et donc je travaillais en voyageant beaucoup en Asie à l'époque, donc en étant très présent déjà en Chine, au Japon principalement, un peu à Taïwan, en allant aux États-Unis très régulièrement et en Europe. J'ai énormément voyagé pendant 2 années, de 2008 à 2010, en étant assez déjà présent en Chine. Et à la fin de ça, j'ai fini par refuser d'ouvrir les États-Unis et d'ouvrir plutôt en Asie. Est-ce que tu voyais qu'il y avait un gros intérêt pour cette société? En fait, il y avait, l'étude de marché aux États-Unis montrait qu'il y avait des gros investissements dans le domaine où on était, qui était le domaine du high performance computing, donc un domaine un peu particulier. On faisait des compilateurs pour les cartes graphiques, un truc très très technique. En fait, ce marché-là aux États-Unis, il marche beaucoup par appel d'offres et appel d'offres gouvernementaux, et ils étaient passés en fait, et c'est des cycles de 3-4 ans. Donc je suggérais d'aller plutôt développer une autre zone géographique en attendant et d'aller ouvrir sur les États-Unis. D'accord. Et donc du coup on a ouvert un bureau à Shanghai, qui était un deuxième choix, parce qu'au début on a voulu aller sur le Japon, et ma compagne actuelle est dentiste, et elle n'a pas travaillé au Japon. Okay. Donc du coup on est venu en deuxième choix à Shanghai, donc c'était pas forcément le choix original, je ne le regrette pas du tout aujourd'hui, mais je ne pensais pas que ça ferait ça. Et donc ma compagne m'a rejoint, on s'est positionné ici. On a aidé à développer, moi j'ai aidé à développer cette startup du coup sur Corée du Sud, Japon, Taïwan et Singapour, et la Chine. Et je suis sorti en début 2012. Voilà. Donc nous on s'était rencontrés déjà à l'époque de cette startup. Exactement. Quand tu t'accompagnais ça. Exactement. Et en fait, je suis sorti et c'est à ce moment-là où j'ai travaillé sur un projet de comment prendre des innovations à l'époque bretonnes dans plusieurs domaines différents, mais toujours des projets très tech de par ma formation d'origine, et à les emmener sur l'Asie du Nord à ce début. C'était un spin-off du projet que tu avais mené avant, finalement. Comment tu le considères au début, j'ai cherché à travailler, à rentrer dans un domaine corporate et tout ça, et je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément fait pour ça. Et je me suis dit, en fait, il y a une partie, j'ai eu un entretien d'embauche un peu particulier, où j'ai une RH qui m'a convoqué et qui m'a dit, j'ai jamais personne qui m'a autant menti sur son CV, de par l'expérience que j'avais eue en fait, et l'âge que j'avais à l'époque, j'étais relativement jeune encore. M'a dit c'est pas possible d'avoir autant d'expérience et l'âge que t'as quoi. Je suis sorti de cet entretien sans me poser de questions. J'ai pas besoin de travailler avec des gens comme ça. Mais par contre, ça m'a fait réfléchir en disant que j'étais un peu trop jeune et que j'avais besoin de rentrer sans doute dans un travail de conseil pour voir des expériences, pour continuer à grossir en expérience. Et donc c'est là où j'ai travaillé à monter cette activité de conseil pour aider ces entreprises à venir sur le marché chinois. J'ai regardé ce que je savais faire. Ce que je savais faire, c'est prendre une innovation technologique et l'amener sur le marché nord-est asiatique. C'est ça que je savais faire. Et assez vite, il y a eu cette question de l'écosystème numérique en Chine qui se développait très très vite. Parce qu'on l'a vécu, l'arrivée du chat, des choses comme ça. Puis ça a été du jour au lendemain, quoi. Ouais, quasiment, quoi. Ça s'est passé très très vite, cette rupture. Et donc je me suis rapproché à l'époque de différentes agences digitales et regarder comment on pouvait travailler ensemble, comment voir les pour ajouter cette brique-là. Pour ajouter cette brique, voilà. Ça a du sens. Pour les accompagner correctement, en fait, parce que dans ma vision d'accompagnement stratégique, si j'embarquais pas cette partie-là, je pense que je passais à côté de quelque chose et j'accompagnais pas très bien mes clients. D'accord. Comment tu avais eu ces clients-là? Comment tu les as trouvés?
réseau personnel ou il y avait, vraiment un démarche Non, il y avait du réseau en Bretagne. J'avais un partenaire au démarrage en Bretagne aussi qui m'a aidé aussi à trouver des contacts sur place. D'accord. Avec, en fait, au démarrage, j'ai pris 3 stagiaires pour démarrer. Un stagiaire sur le domaine du vin, un stagiaire sur le domaine de la santé, un stagiaire sur le domaine du nucléaire. D'accord. Là, t'essayais en fait. Ouais, de regarder ce qui se passait, c'était quoi les marchés ouverts, pas ouverts, comment faire. Et après, j'ai eu la chance de démarrer avec 3 clients, dont 2 dans la santé et 1 dans le nucléaire, qui m'ont vraiment poussé donc en fin d'année 2012, début 2013, à vraiment avoir une activité à temps plein d'accompagnement pour ces entreprises. Est-ce que cette démarche, ça c'est hyper intéressant, je trouve, parce que je trouve que c'est assez récurrent en fait dans ton profil et dans ce que tu fais pour les boîtes, c'est que là tu le dis, bon bah voilà, j'ai essayé médical, nucléaire, qui étaient des domaines médical que tu connaissais un petit peu, nucléaire parce qu'il y avait une tendance, vin parce que c'est ce qui la France fonctionne. Et donc tu dis bon, on va tester les 3. Et en fait j'aime bien cette approche qui est assez scientifique, qui est de dire bah on fait différents tests, différents essais et on voit ce qui se transforme quoi. Bien sûr. Ouais. T'as fait ça pendant combien de temps tu disais? 6 mois, enfin vraiment le temps des stagiaires et puis d'avoir le début d'activité avec les clients quoi. Donc ça a vraiment permis de tester, de valider. Excellent. Sur le vin, l'innovation dans le vin et le positionnement dans le vin, on a assez vite dit que c'était pas forcément facile, qu'il y avait déjà des choses qui se passaient en Chine notamment et que ça n'avait pas forcément beaucoup de sens d'aller là-dessus. Le nucléaire avait du sens principalement sur le Japon et la Corée à l'époque parce qu'on était juste post-Fukushima, donc il y avait pas mal de besoins, notamment dans la mesure de radioactivité. La Chine était encore un peu fermée sur le nucléaire à l'époque. Et après, la santé en Chine avait un énorme potentiel avec le plan étatique qui était déjà en place de comment transformer la santé en Chine et qui est toujours un travail qui est en cours actuellement. Quoi. Alors comment tu le fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour ces sociétés au niveau de la santé justement? Quel est le client idéal en fait? Il vient avec une problématique et En fait, donc aujourd'hui, à force d'avoir travaillé sur ce domaine avec des différentes expériences et différentes choses, on se rend compte que le client qui peut rentrer ici, c'est souvent un client qui fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc qui a à peu près entre 20 et 50 staff pour pouvoir avoir du temps pour consacrer du temps à la Chine en fait, parce que la Chine n'est pas très simple non plus, faut être assez clair. Le temps moyen pour avoir un pipeline commercial en Chine, sans compter les problématiques d'enregistrement qui sont un peu particulières. En plus dans le médical, qui sont souvent très lourdes. Qui peuvent être assez longues donc, en fonction des classes médicales. Il faut à peu près entre 2 et 3 ans pour construire une offre dédiée à la Chine, la commercialiser et puis commencer à avoir un pipeline régulier en fait, sur les ventes. Et donc nous on accompagne vraiment sur moi c'est ce que j'aime bien faire en fait, c'est ce démarrage. Donc je me considère comme un starter d'idées en fait et de montrer qu'il y a une valeur qui s'ajoute. Et donc du coup de prendre ces projets qui n'ont rien ici, de regarder quels sont leurs points forts, de regarder le besoin en Chine et de trouver l'angle qui fait qu'on peut positionner une offre locale. Et ça prend un peu de temps de faire ce travail de repositionnement. Des fois, il faut retravailler l'offre quand elle est faite. Il y a des fois des logiciels à adapter, culturellement, mais aussi dans l'usage des fois. Donc toi, tu vas accompagner sur toute cette phase d'adaptation. Voilà. Et tu vas jusqu'où alors? Jusqu'au premier vente. Et en fait, en général, une fois qu'il y a un pipeline commercial, du coup, les entreprises sortent. Je les encourage souvent à ce niveau-là, du coup, à monter une société, à vraiment rentrer sur la Chine avec un bras armé un peu plus fort. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, tu embauches une personne et tu la portes et qui est dédiée complètement à ce client-là? Ouais, souvent, il y a 1 à 2 personnes qui sont dédiées au projet et qui peuvent passer dans l'équipe client, en fait, derrière. Donc, qui ont été formés tout au long du process. Quoi, et après, ils sont embauchés en direct. Et voilà, et qui passent par le client directement derrière. Quoi. Donc, c'est vraiment l'envolée C'est ça que tu parlais tout à l'heure d'incubateur, c'est que ils sont basés chez toi. Voilà, ils sont basés en interne, on a une collaboration régulière, il y a une interaction avec d'autres entreprises du domaine aussi, donc il y a des partenariats qui se créent, c'est assez intéressant de voir comment ça évolue. Et d'arriver à ce moment où il y a un chiffre d'affaires qui commence à exister, on peut prendre une équipe locale et on peut vraiment avancer. Et comment c'est un GM local? En fait, quelque part, il y a pas mal de gens qui... C'est le futur GM local. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui me considèrent comme un exécutant, enfin un exécutif à temps partiel. Dans ton rôle. Dans mon rôle, c'est-à-dire qui m'embauche moi en disant c'est toi qui prends la stratégie pendant un certain temps, à temps partiel, parce que prendre un GM à temps plein dès le démarrage, c'est trop cher. Et donc j'interviens un peu comme un exécutif en temps partiel.
Surtout qu'une boîte qui a un chiffre d'affaires de 10 millions, d'investir sur la Chine, ça représente un gros budget, mine de rien. Ouais, oui, il faut quand même avoir un budget qui est présent. Souvent, le budget total, je considère, en fait, entre l'effort que va faire l'entreprise en France en termes de temps qu'elle va donner, les voyages pour venir en Chine de façon assez régulière, la customisation des produits, plus le conseil, les voyages en local et tout ça, on est souvent sur un budget entre 200 et 300 000 euros. Eh oui. Et au total, en fait, si on prend tous les coûts, quoi. Des fois, il n'y a que 100 000 euros de dépensés en Chine réellement, mais il y en a un autre budget qui est dépensé en France depuis la base, quoi. Et après, il faut être prêt à le reproduire sur les années qui continuent, en fait. Donc, ça représente, grosso modo, on représente souvent entre 500 000 et 1 million d'euros de dépenses pour se positionner correctement en Chine, quoi. Donc, c'est un investissement important pour une boîte qui fait 10 millions d'euros. Ben voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un peu le minimum, c'est qu'il faut le gérer. Donc après, bien sûr, il faut vraiment réussir à se positionner, à réussir à faire ça. D'accord. Et alors, ce qui est incroyable, hein, quand on t'écoute, c'est que tu es hyper knowledgeable, donc tu connais bien ton sujet de deux côtés. Comment les clients te voient aujourd'hui? Est-ce que les gens ils arrivent à comprendre ces deux casquettes que tu as? Parce que tu disais encore plus tôt, tu viens de faire une intervention à Pékin à la demande de l'ambassadeur. Ouais. Donc ça veut dire qu'on t'a très très bien identifié dans ce domaine-là. Sur la santé, ouais. Enfin là c'était sur le vieillissement de la population en l'occurrence. Voilà. En fait je pense qu'il y a un problème d'identité très clairement qui existe. Donc il y a quelque chose à faire. En fait je suis actif donc dans la French Tech. Il y a des gens qui me connaissent sur cet univers très French Tech. Donc là c'est plutôt Duno. Ouais, c'est le monde digital, c'est même pas forcément relié à l'activité de Duno, mais je pense que Duno serait pas né sans toute l'expérience que j'ai fait dans la French Tech en réel. Okay. Ça m'a aussi beaucoup aidé à me connecter à tout ce monde digital, tout ce qui se passe dans cet écosystème-là. Ça m'a aidé à comprendre ça et à penser à ce que pouvait être Duno, du coup, dans l'étude qui a été menée après. Historiquement, j'ai aussi contribué au ce qui s'appelle le Club Santé Chine, le French Healthcare Alliance. C'est ma première expérience, on va dire, associative en Chine. Ouais. Qui est un peu l'équivalent santé de la French Tech. Exactement, en fait, si on veut, même si les fonctions sont un peu différentes, mais ça revient un peu à ça. L'objectif est le même. Quand j'avais eu l'idée de remonter la French Tech après, elle vient de mon expérience précédente que j'avais eue là, quoi. C'était vraiment ça. C'était que je trouve que créer un écosystème, c'est très porteur pour l'ensemble des sociétés qui sont dedans. Je crois dans cette valeur-là. Donc du coup, comment on fait pour monter la French Tech après? C'est là-dessus que je me suis positionné là-dessus et comment on pouvait structurer quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, quoi. Donc j'ai ce côté club santé avec l'activité de Dumo, du coup. J'ai ce côté French Tech et puis j'ai ce côté Duno aujourd'hui. Donc là, on est en train de travailler justement à essayer de communiquer de façon plus claire là-dessus. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi je pense que voilà, je suis un entrepreneur, je suis plutôt un starter. Ouais. Donc voilà, j'ai démarré des projets. Donc l'objectif de ces projets, c'est tu y mets des general managers par exemple, enfin idéalement quoi. En fait, il y a des choses différentes. Dumo, je peux pas vraiment mettre un general manager parce que beaucoup des gens recrutent Benoît Raoult. Eh oui. Voilà. Est-ce que tu disais, tu es GM à temps partiel? Voilà, c'est ça. Donc pour le moment, il me recrute moi. Donc là, il y a une stratégie de travailler justement à amener des partenaires plus seniors aussi, à grossir cette activité d'une façon plus cabinet de conseil, on va dire, de manière générale, pour devenir, l'ambition qu'on s'est donnée là, c'est de devenir dans 5 ans la gateway entre la France et la Chine sur le domaine de la santé. Donc de vraiment prendre ce rôle-là. Donc ça, c'est la stratégie de Dumo, elle avance là-dessus, là. Donc en fait, c'est le même principe, c'est le même schéma que pour la partie IP et Cartoon, qui est de dire, dans le monde du conseil et de l'accompagnement de PME, ETI à l'international, nous on a choisi d'aller dans le médical et sur la Chine. Donc, je suis connu sur ça, je suis connu sur Duno, donc il va falloir communiquer sur Duno aussi et sans doute pouvoir mettre plus facilement un GM sur Duno et laisser grandir cette entreprise-là aussi. Oui, ça me paraît plus facile, ça a plus de sens. Voilà, donc c'est plus ça qui est en cours aujourd'hui. D'accord. Et après sans doute regarder d'autres projets. Moi, je m'arrête pas forcément là non plus. Non, l'idée c'est justement d'aller chercher potentiellement d'autres casquettes. En fait, d'aller travailler sur des starting, en fait. De démarrer des projets, quoi. Moi, j'aime ça, et j'aime cette difficulté-là, j'aime ces casse-têtes-là. Je considère que c'est des casse-têtes, en fait. C'est vraiment ça, c'est comment on démarre des choses, et comment on les positionne, comment on les tweak pour que ça puisse marcher, que ça puisse décoller, quoi. Alors, justement, tu vois, il y a cette nouvelle tendance aujourd'hui de l'entrepreneur, et je fais partie du problème, où on est des slashers, comme on dit. C'est, tu es médical / content, etc. Et aujourd'hui, on en voit beaucoup à Shanghai. Comment, en fait, quel est
ta recommandation peut-être pour ne pas se perdre là-dedans? Peut-être que tu l'as pas, peut-être que tu n'as pas encore trouvé, mais comment tu arrives à ne pas justement à ne pas t'éparpiller? Et ça, c'est peut-être plus un conseil personnel, hein, parce que c'est moi qui te demande en me disant, bah tiens, tu vois, moi aussi je fais 3-4 choses à la fois. Comment tu arrives à bien te focaliser sur chacun des choses que tu fais et bien progresser en fait dans tous ces domaines? En fait, je pense que la clé, c'est de rester focus sur les activités qu'on a fait, donc d'accepter de dire non quand elles sortent de la stratégie de chacun des projets. Je pense que ça, c'est clé. Et je pense que ce qui est clé en tant qu'entrepreneur, c'est de monter des équipes compétentes. Ouais. Donc, j'avais eu par le passé quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait réussi son entreprise, donc c'était le directeur de Fujitsu, donc c'était pas non plus une petite boîte, parce qu'il avait recruté des gens plus intelligents que lui et que son intelligence c'était de les faire travailler ensemble. Et en fait, je pense que je commence tout doucement à comprendre ce que ça veut dire. Pour être honnête, la valeur de ça. Donc, ça reste une grosse problématique selon toi en Chine, le recrutement ou parce que ça reste une des parties difficiles de l'entrepreneur en Chine, en fait, c'est de recruter les bonnes personnes, justement. Je pense que c'est pas forcément vrai que en Chine. Je pense que monter une équipe et monter un niveau de confiance, je pense que c'est pas simple du tout. Après, j'ai pas l'expérience ailleurs qu'en Chine, mais je pense que ça reste vrai. Quand tu confies les rênes d'un projet à un chef de projet, il faut lui faire confiance et il faut vraiment apporter. C'est plus facile de donner sa confiance à quelqu'un qu'on considère plus intelligent que toi. Donc j'aime bien cette notion-là. En fait, ce terme qui avait été utilisé à l'époque me plaît bien au finish. C'est que comment on envoie sa confiance à une personne. C'est vrai que si on la considère plus intelligente, c'est plus facile de transmettre ça. C'est plus facile de déléguer. Donc la complexité du fait de déléguer est claire. Donc après, recruter une équipe, à Shanghai, il y a un vivier de ressources énorme, internationales comme chinoises, évidemment. Des ressources qui sont parfois chères, il ne faut pas non plus se leurrer, l'écosystème a un coût ici. Non, puis la seniorité, ça a un coût. Bien sûr. Mais bon, je pense que c'est ça qui est la clé de faire envoler un projet. Donc je disais tout à l'heure sur Luno, on va sûrement aller sur une levée de fonds, en partie pour recruter une équipe senior aussi, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie de rester focus sur notre projet et en partie mettre des gens plus seniors à la tête. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à développer plus de valeur aussi. Alors justement, une levée sur une agence de conseil, en fait, c'est assez intéressant. Parce on va simplifier, tu es sur une société de service, tu es dans le conseil, dans la communication. Et en fait, on le comprend tout à fait parce qu'aujourd'hui, tu vas rentrer des comptes qui sont généralement plutôt gros, qui demandent une solution clé en main quasiment immédiate. En fait, les clients, ils veulent tous démarrer lundi prochain à 9h. Et en effet, c'est ce que tu m'expliquais, c'est que ça te demande de recruter ou en tout cas de mettre à disposition une très grosse partie, plusieurs personnes à chaque fois. Et comme tu es victime de ton succès aujourd'hui avec une forte traction, ça te contraint à rentrer plusieurs gros comptes un peu en même temps. Et ce cash-là de lever, en fait, te permettrait simplement de respirer un petit peu avant tout, quoi. C'est simplement un levier, quoi. Ouais, respirer, développer. En fait, il y a deux phases. C'est que je pense qu'on va rapidement arriver à une dizaine de gros clients sur le bureau de Shanghai. Et je pense que dans la dynamique et le positionnement où on s'est mis, il faut aussi qu'on grossisse, je pense, assez vite. On est en Chine. Les idées, elles existent à plusieurs endroits en même moment, donc il faut aussi développer rapidement. Et je pense qu'on va avoir besoin rapidement de développer une autre zone géographique. Ça va demander de l'argent. Donc d'avoir cette levée de fonds pour aider à ça, je pense que ça a du sens. En effet. Donc là, on vise d'atteindre 8 à 10 gros clients sur l'année qui vient, sur 2019. Donc ce que j'appelle un gros client, c'est des clients qui tournent entre 1 et 2 millions d'RMB en moyenne. Donc ça va permettre de générer et d'occuper le bureau de Shanghai avec du coup sans doute un bureau qui va être entre 40 et 60 personnes. D'accord. Donc ça va vite prendre du volume. Et après, du coup, il va falloir ouvrir une autre zone géographique parce que je pense qu'après, en termes de taille critique, ça n'a plus trop de sens de rester là. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il faudra ouvrir une autre zone. Honnêtement, je ne sais pas encore où est-ce que ça va être. Est-ce que c'est Pékin en restant sur la Chine? Est-ce que c'est Hong Kong pour s'ouvrir un peu plus? Est-ce que c'est Séoul parce que il y a tout un tas de problématiques entre la Corée et la Chine sur les problématiques d'IT. Voilà, j'ai pas encore fait ce travail-là. On est en train de faire ce travail d'étude pour monter un business plan qui a du sens justement. Et d'avancer là-dessus. Je pense que c'est la première fois à titre personnel sur un projet personnel où je pense qu'il faut que je sorte de la croissance organique pour accélérer en fait.
on aura une croissance organique, elle existe, on génère de l'argent, parce que de toute façon en Chine on n'a pas le choix, donc on avance, voilà. Mais comment on fait pour accélérer quoi? Et du donc coup, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par sortir de la croissance organique? C'est justement d'aller chercher des fonds pour accélérer en fait. Et d'accord. Donc de plus continuer à t'autofinancer et à financer ta propre croissance. Alors justement, tu vois, comment tu arrives à te remettre en question sur ces aspects-là? Est-ce que tu te fais accompagner? Est-ce que tu as des mentors? Comment tu fais pour justement avoir ce recul et à un moment d'avoir une approche un peu plus pareil en fait que ce que tu fais pour tes clients, c'est de dire attends, ça va pas aller, on va le pivoter de 3/4 et puis on va voir ce que ça donne. En fait, je pense que c'est ça que ça m'apporte la French Tech, en fait, pour être honnête. Okay. C'est un ensemble de relations avec des gens, des discussions, des expériences, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui sont autour, et que c'est ça qui fait que j'ai un miroir de moi-même avec d'autres visions, et du coup, ça me permet vraiment de réfléchir à toutes ces problématiques-là, de questionner les modèles en fait. Il y a rien qui est parfait. On est tous dans des zones grises entre il faut pas aller là, il faut complètement aller là, et puis il y a une réalité qui est toujours un peu intermédiaire. Et du coup, d'avoir d'autres gens autour qui permettent de challenger ces idées-là, voir d'autres idées germer aussi, comment elles évoluent, comment ça fonctionne. Tout ça m'aide, il m'alimente. Après, j'ai pas de mentor à titrer au sens telle personne est mon mentor, mais on a la chance dans l'écosystème de French Tech d'avoir des gens très seniors avec qui j'ai pu je peux régulièrement avoir des entretiens et qui me permettent de questionner des choses, d'évoluer et d'avancer en fait. D'accord. Et ça je pense que c'est clé parce que cette rencontre-là, ces rencontres-là alimentent un peu la réflexion tout le temps. Tout à fait. Les événements de la French Tech aussi sur des nouvelles technologies. Donc en interne à Duno, on a une partie technologique qu'on développe autour de la blockchain, une partie technologique qu'on développe autour de l'intelligence artificielle créative. Je pense que je ne serais jamais arrivé à ça sans avoir des événements qu'on a pu avoir, des choses qui m'ont questionné, qui ont fait que je pense qu'il faut qu'on avance dans ces domaines-là si on veut pouvoir créer quelque chose à une vision un peu long terme. Est-ce que tu as une approche d'identification d'un problème, donc tu vas chercher la solution? Ce qui m'a pas l'air vraiment d'être le cas en fait jusqu'à présent, c'est tu as généralement quelque chose que tu sais bien faire et en fait tu vas le faire pivoter jusqu'à ce que ça vienne rencontrer un besoin en fait. Donc toi tu es sur l'inverse en fait, c'est pas un problème que tu identifies et tu viens construire la solution autour de ça. En fait historiquement je pense que c'est plus ça. Et là, je commence à essayer justement d'avoir un travail d'identification d'un problème. Typiquement, la partie blockchain qu'on est en train de développer, c'est l'identification d'un problème de nos clients, très clair, de problématiques d'autorship dans plusieurs pays, quand on crée énormément de contenu comme on le fait. Comment on fait pour avoir un copyright ou un authorship sur ces choses-là, et en fait de décentraliser ça vraiment du sens. Donc comment on fait pour le faire sur plusieurs pays à la fois sans le payer dans chaque pays. Et là, on part d'un vrai problème de client. Évidemment. Donc en fait, je commence à avoir cette vision-là aussi, et je commence à mieux comprendre mon métier d'entrepreneur. Je pense qu'on en est tous là. Enfin, je pense qu'on est dans un circuit d'apprentissage continu. Je vais avoir 40 ans cette année, donc ça m'a pris du temps pour être transparent, mais on y vient tout doucement. Mais tu vois, j'avais jamais pensé à ça et je viens de le réaliser avec ce que tu viens de dire. C'est que tu disais c'est vrai qu'avec l'écosystème, avec la French Tech, etc., on rencontre des gens qui ont des business ou qui ont des modèles en fait très différents. Mais aussi, ce que je suis en train de réaliser, c'est qu'on est quand même entouré de beaucoup d'autodidactes en fait, dans leur domaine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis, qu'ils n'ont pas fait les études qu'il fallait ou quoi que ce soit, mais en fait, on se rend compte que, comme toi, aujourd'hui, ce que tu fais est quand même relativement loin de ce que tu as commencé à faire. Mais peut-être que ton passage crise millénial en allant faire le tour du monde, ça, c'était justement pour sortir de ce cadre-là et dire, moi, c'est bien toute la partie électronique pure et dure, j'ai envie d'en sortir. Finalement, c'était compliqué de vivre d'autres choses, donc tu es retourné là-dedans parce qu'il a fallu mûrir un petit peu la chose, je pense, et puis attendre, puis t'es arrivé jusqu'au moment où boum, t'as réussi à trouver quelque chose. Voilà. Et donc on arrivait, moi il y a toujours les deux choses qui m'intéressent, c'est de dire comment en fait tu te fais accompagner et mentorer, donc ce que tu venais de dire, et puis comment tu continues à apprendre. Aujourd'hui,
comment tu arrives à continuer à te former? Tu viens de parler de blockchain, tu viens de parler de artificial intelligence. Toutes ces choses-là, elles évoluent très vite. Où est-ce que tu vas te former? Alors pareil, des rencontres. Ouais. Parce que, en fait, on a la chance dans FrenchTech ou dans les écosystèmes qu'on côtoie d'avoir des gens qui passent leur vie sur ces sujets-là. Oui. Donc qui deviennent complètement experts de ces sujets-là à des degrés où on ne pourra jamais l'être, je pense. Bien sûr. Parce qu'on passera jamais autant d'heures sur ces sujets-là qu'eux. Non. Donc ça, c'est des gens qui sont passionnants et je pense qu'il faut apprendre à écouter les gens qui ont cette expertise-là et à discuter avec eux. Donc ça, c'est un des points. Après, je lis beaucoup. Oui. Donc ça c'est aussi important. Je sais pas combien de livres je lis, mais voilà, enfin, j'ai énormément de lectures. Je lis une BD par jour presque, et je lis aussi pas mal de livres à côté. Donc voilà, ça me permet d'avoir aussi du contenu qui vient et qui me permet d'apprendre. Après, j'ai la chance dans l'écosystème aussi d'aller enseigner, et ça m'oblige à structurer ma pensée. Tu continues à donner des cours ici? Ouais, bien sûr. Ouais, je fais ça aussi en parallèle parce que ça m'aide dans la structuration de mon message, dans la structuration de la pensée. J'aime bien ce côté-là. Et du coup, d'aller transmettre aussi un savoir, il faut l'avoir emmagasiné en partie avant de pouvoir le partager. Et ça m'oblige à me poser des questions. Des fois, je ne me suis pas posé d'un point de vue business pour aller chercher le fond d'un problème et de comprendre la nature de la chose pour pouvoir le réexpliquer correctement. Ça, c'est assez important pour moi aussi de réussir à faire ça. Donc, il y a ces deux choses-là. Honnêtement, sur la partie de nous, je pense qu'on va aussi rentrer dans des programmes d'accélération. C'est-à-dire, je pense pour continuer à apprendre, dans l'écosystème, il y a des programmes d'accélération qui m'intéressent, notamment sur toute la structuration de la profitabilité d'un business. Pour aller chercher à positionner des bons KPI d'une entreprise, regarder comment aller chercher le profit, comment aider à structurer ça. Si je veux passer à titre personnel d'un stade un peu plus starter à un stade runner, j'ai besoin de continuer à me former. Et donc j'ai fait très tôt un executive MBA stratégique, donc je pense que ça m'apporte énormément de la compréhension des différentes fonctions d'une entreprise et donc de savoir. Enfin, je vais travailler avec un cabinet d'avocats, travailler avec un comptable, travailler avec de la finance, voilà. À titre perso, je sais que j'ai une faiblesse en finance, donc j'ai des choses aussi à apprendre là-dessus. Ou à être bien entouré. Quand on apprend à se connaître, on sait aussi où on peut positionner ses briques. Donc je considère que moi j'ai besoin d'être en apprentissage permanent. C'est la clé, je pense. Donc il y a se positionner dans l'écosystème avec différents acteurs autour où on est sollicité par des événements ou par des gens ou par des lectures, d'avoir cet accès à l'information en tout cas. Et après, c'est de prendre le temps de consulter l'information. Et je pense que le dernier point, c'est de faire. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir lu des choses sur la blockchain, c'est bien d'avoir lu des choses sur l'intelligence artificielle. Une fois que j'ai mis en place, là, on a une petite équipe de 3 personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Quand on touche le problème, quand on fait les choses, quand on regarde comment ça se passe, c'est un peu différent quand même. Ça se passe pas comme dans le livre. Voilà, ça se passe pas forcément comme dans les livres, comment on met les cas d'usage, comment on fait un prototype qui marche. Et ça, je pense que c'est mon background d'ingénieur qui j'aime bien toucher, quoi. Bien sûr. Donc, je pense que c'est là qu'on crée de la valeur, c'est quand on commence à créer des petites choses et que chaque petite chose, les unes après les autres, finissent par créer des choses qui sont un peu plus intéressantes et un peu plus grosses. Et du coup, c'est comme ça que moi j'évolue, quoi. Bien sûr. C'est en touchant, en faisant, et on fait beaucoup d'erreurs. Et heureusement. Mais justement, tu vois, avec ton parcours, en fait, est-ce que tu pensais un jour que tu serais un entrepreneur? Est-ce que ça faisait partie? Parce que tu disais que tu l'as compris quand tu étais au Canada. En fait, non, j'ai compris le côté business, mais en fait, je crois que j'ai toujours créé des choses. C'est-à-dire que même quand j'étais au collège et tout ça, je pense que j'ai toujours été un peu leader à créer des projets, à rester sur des choses, je sais pas, à organiser le week-end entre potes quelque part, à faire des choses comme ça, à chercher le modèle économique, ces choses. Je viens d'un background où j'ai été accompagné par mes parents, mais après il n'y avait pas forcément énormément d'argent et tout ça, donc j'ai très vite travaillé. En France, j'ai fait le BAFA, donc j'ai fait des colos, j'ai fait des choses comme ça, j'ai très vite bossé à ce niveau-là. J'ai fait une école de cirque, donc j'avais des choses à partager, à enseigner aussi à ce niveau-là, donc j'ai pu faire ça assez tôt.
École de cirque, genre le week-end, comme d'autres vont au foot, toi t'allais faire l'école du cirque. Un peu plus intensif que ça, on va dire. Ah ouais. Et tu faisais quoi dans l'école du cirque? J'ai fait du clown, j'ai fait de la jonglerie, j'ai fait de l'équilibre, je fais du monocycle. Je me suis racheté un monocycle il y a quelques semaines d'ailleurs. Incroyable. C'est marrant, donc voilà, je jongle. Les trucs que j'apprends sur ce podcast avec des gens que je côtoie, mais toutes les semaines, j'arrive pas à le croire. D'accord. Ouais, j'ai un background là-dessus que j'aime beaucoup. Les arts du cirque en Chine sont des trucs que j'aime bien suivre parce qu'il y a vraiment un écosystème. T'as un côté très ingénieur, carré, électronique, etc. Et puis tu as ce côté très créatif avec la photo, l'art, la BD en général. Comment tu arrives à réintégrer ça dans ta vie d'aujourd'hui? Parce que tu es quand même très occupé, tu as quand même une famille avec quelques enfants. 2 enfants. 2 enfants. Quelques, on dirait que tu as une demi-douzaine. Non, j'en ai pas une demi-douzaine. Justement, comment tu arrives à réintégrer en fait tout ça dans ton emploi du temps? Est-ce que tu arrives à trouver un bon équilibre? Tu es satisfait ou? Ouais, plus ou moins. Okay. C'est pas forcément facile. En fait, j'ai besoin de mon côté artistique pour ma balance personnelle. Ouais. J'ai dû le mettre de côté un peu là sur l'année et demie qui vient de passer, mais ça commence à revenir. Il y a une agence qui me représente à Shanghai qui fait qu'il y a des expos, il y a des choses qui se passent, donc ça m'aide à me redévelopper aussi sur ce côté. Donc toi, ton côté artistique aujourd'hui, c'est surtout la photo, hein? Ouais, c'est principalement orienté photographie. Ouais, c'est clair. Donc tu as des collections et tu te. Ouais, j'ai des séries de photos. Et tu es représenté pour faire des expos. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, du coup, j'ai des séries d'expos qui ont tourné. J'avais exposé au Canada quand j'étais au Canada, j'ai exposé ici. Il y a eu un moment où j'ai eu une agente qui m'a représenté ici à Shanghai. Elle avait réussi à avoir une expo solo au musée du film de Shanghai, par exemple. Ça fait quand même des expos qui sont super intéressantes. Et après, il y a eu les enfants, donc ça a un peu diminué cette activité-là. Ils commencent à grandir un peu, et puis je commence à retrouver du temps pour rééquilibrer ça un peu, donc je le refais un peu plus aussi. En fait, je pense que chacune de ces activités m'apporte une certaine balance. Et qu'il faut réussir à gérer ça en fait. Donc c'est retrouver du temps. C'est pour ça que j'ai monté des équipes qui sont performantes dans chacun des projets et leur confier le projet dans le sens où ils vont adopter ce projet comme le leur et avancer. Je pense que c'est aussi la clé pour se libérer du temps et prendre le temps de réfléchir à ça. Donc aujourd'hui, ça tu vas te l'accorder peut-être plus sur les week-ends? Parce que tes journées elles sont très longues. Elles sont assez je commence à 7h. Ouais, je commence à 7h30 en général, et je finis plutôt vers 7h30 aussi. Sans compter qu'il y a quand même très souvent des événements. Le soir, mais bon, j'ai des journées rallonges. Donc oui, donc ma compagne travaille souvent le samedi, donc du coup j'ai souvent les enfants le samedi, donc je passe pas mal de temps avec eux le samedi. Et typiquement, d'avoir acheté un monocycle il y a pas longtemps, c'était aussi pour pouvoir en faire avec les enfants et transmettre une partie de ça. Parce que c'est aussi une passion et que j'aime bien ça. Et que je pense que c'est intéressant dans son développement personnel, ce genre de choses, même si ça sert à rien dans la vie de tous les jours, c'est plutôt sympa de savoir faire ça. Donc ça c'est cette partie-là que je peux apporter et transmettre, et j'emmène mes enfants quand je peux à des spectacles de cirque, à des choses comme ça, parce que j'aime bien transmettre ce truc-là et je pense que ça a quelque chose d'important. Mes enfants dessinent beaucoup, j'essaie de voir comment je peux les intégrer par exemple dans les projets de Zoli où j'aimerais bien que mon fils soit capable d'aller dessiner une petite BD là pour Shaggy Dark, ça me ferait plaisir s'il arrivait à ça. Donc c'est des choses qu'il aime faire et juste de continuer à l'alimenter là-dedans et voir comment développer ce côté artistique. J'ai mon frère avec lequel j'ai grandi, Achille, qui est joaillier d'art, donc il est aussi dans ce métier artistique et créatif et il vit de ce qu'il crée avec ses mains, donc je trouve ça magnifique aussi. Bien sûr. Donc il y a ça un peu dans la famille aussi, je pense. Alors justement, qu'est-ce que ta famille, c'est la question que j'aime bien poser, mais qu'est-ce que ta famille comprend de ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils croient que tu fais en fait? Tu sais, t'as ces BD, il y a ce que mes amis croient qu'ils font, ma famille, mais ce que je fais en vrai. Je sais pas si ma famille comprend exactement ce que je fais, pour être honnête. Parce que ça évolue, parce qu'il y a des choses qui se passent, parce qu'il y a une distance aussi. Ma famille est en France, voilà. Je pense que ce projet d'Uno me rapproche plus de quelque chose de compréhensible par ma famille sur ce qui est créé et ce qui est fait, que sur le métier de conseil que j'ai avec Jumeaux, qui est un peu plus abstrait pour eux, je pense. Après, soutien famille local ici, sans le soutien de Jessica, bien sûr. J'y arriverai pas, c'est assez clair. Je pense que c'est aussi le socle qui fait que ça fonctionne.
Et vous arrivez à brainstormer, t'arrives parce qu'elle est pareil, elle est dans un monde, c'est pareil, on va dire des docteurs, des médecins à Shanghai. Il y en a quand même pas beaucoup dans la communauté française. On a plutôt des profils qui sont soit entrepreneurs, soit dans la tech, soit machin. Donc elle est très en dehors de tout ça. Et justement, vous arrivez à bien brainstormer, ou au contraire, elle apporte plus à quelque chose de plus grounded, tu vois, où les pieds sur terre et. Je sais pas si on a brainstormé, je sais pas si c'est le terme adéquat réellement. Sur certaines décisions clés, elle peut m'aider dans ma réflexion et inversement, moi je vais l'aider dans sa réflexion par rapport à ce qu'elle a elle. Après, je pense qu'on est dans une discussion de couple où on partage aussi les problèmes qu'on a et les joies qu'on a et on regarde comment équilibrer ça. Je pense que c'est ça. Donc il y a un soutien. Après, elle a une vie de manager de clinique dentaire, une pratique de dentiste. Donc elle a des questions sur sa pratique dentaire. Moi, je vais pas pouvoir beaucoup l'aider, donc elle a des amis dentistes qui l'aident sur cette partie-là. Sur la partie managériale, on peut échanger un peu plus. On a des choses sur lesquelles on peut partager un peu plus sur ce sujet-là. Et elle peut avoir un regard extérieur sur ce que je fais et qui fait que ça me donne aussi une vision et puis un socle parfois auquel se rapprocher aussi d'avoir cette famille. J'espère qu'ils ont une mascotte quand même. Non, ils n'ont pas de mascotte dans leur clinique encore, mais pas encore. Du coup, pour terminer, si on refaisait un suivi de cette interview d'ici 3-4 ans, qu'est-ce qu'on pourrait espérer entendre en fait? Où est-ce que tu en seras avec toutes ces activités? Toi personnellement, qu'est-ce qu'on peut espérer d'ici 3-4 ans? Question intéressante. Tu te la poses, cette question? Est-ce que tu as une vision, un plan quinquennal à la Mao ou Non, pas vraiment. Alors, comment je me projette en fait, donc là, j'ai 2 activités professionnelles, j'ai des activités non-profit, on va dire de manière générale. Je pense que j'ai besoin de ça pour un équilibre aussi et pour exister. Donc ça, je pense que je vais conserver ça. Est-ce que dans 3-4 ans, ce sera toujours la French Tech et le Club Santé? Je suis pas sûr, mais il y aura sûrement une partie d'activité non-profit. Je pense que ça a vraiment du sens. Étant donné que ça fait toujours partie des lieux, enfin c'est comme ça comme tu l'expliquais, où tu apprends. Oui, mais après on peut changer l'écosystème pour apprendre. Ah oui, bien sûr. Ces 2 écosystèmes sont très franco-français. Même si avec la French Tech on essaie justement en ce moment d'ouvrir un peu plus à l'international, j'aimerais bien aller aussi dans des cercles un peu plus internationaux. Bien sûr. Ça m'intéresse, donc je suis en train de regarder vers où aller, comment se tourner vers des choses un peu plus internationales. Donc je ne sais pas si je serai toujours au même place, mais je pense que j'aurai toujours une activité comme ça. D'un point de vue activité entrepreneuriale, donc ce que j'ai dit tout à l'heure sur Jumeau, on s'est donné l'ambition dans 5 ans de devenir une des gateways importantes entre la France et la Chine sur les questions médicales. Donc je pense que ça aura bien avancé, c'est ce que je souhaite. On s'est donné pour objectif d'avoir une centaine d'employés dans 5 ans. D'accord. Donc normalement on devrait en avoir 70 dans 4. Je sais pas à peu près. Non, je sais pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais c'est l'idée. On considère qu'il faut avoir une masse claire d'employés pour pouvoir servir correctement un ensemble de clients dans le domaine du conseil. Donc ça va lier à la croissance de ce qu'on peut avoir envie de faire. Après, sur la partie Juno, je pense qu'il y a une partie stratégique qui m'intéresse et technologique qui m'intéresse. Donc je pense que je resterai sur une vision stratégique de l'entreprise. Moi, j'ai pas forcément la connaissance du milieu de l'agence à l'origine. C'est pour ça que je cherche à monter une équipe plus senior aussi, avec une expérience qui pourra contribuer à avancer ce genre de métier. Comme on l'a dit, je suis passionné par la bande dessinée et tout ça, donc j'adore suivre ce qui se passe à l'intérieur. On va sûrement aller vers des branches comme l'animation un peu aussi, parce que je pense que c'est très lié à ce qu'on fait. On a toute la partie Serious Comics, donc la partie enseignement au travers de la bande dessinée qui existe. On ira sûrement sur une partie Serious Game, donc tu le sais, mais je suis aussi actionnaire d'une entreprise de Serious Game en France. Donc j'aimerais bien continuer à les amener sur la Chine aussi davantage et voir comment on peut avoir une complétude dans nos activités ici. Donc je pense qu'on va continuer à évoluer sur ce secteur-là. Je pense que de si on arrive à faire le levée de fonds qu'on veut faire, on aura sûrement déjà au moins un autre bureau dans le monde que celui de Shanghai. D'ici là, on aura ça. Donc ça, c'est un peu la vision que j'ai. Et à mon avis, j'aurais démarré autre chose. Je m'arrêterai sûrement pas là. Bien sûr. J'aime bien démarrer des projets. Donc, tout à fait. Pour le mot de la fin,
es clairement un serial entrepreneur. Quelle est l'erreur en fait que tu vois assez récurrente à Shanghai des entrepreneurs ici? Plutôt que de demander les conseils, genre les 3 trucs à faire, en fait, c'est plutôt les erreurs. Moi, j'aime plutôt apprendre des échecs des autres, en fait, tu vois. Il y a des erreurs toutes bêtes qu'on a fait au début, des erreurs d'économie qu'on fait au démarrage, à aller vers des comptables un peu moyens parce que c'est pas cher et des choses comme ça. Donc ça, je pense que je ne le referai plus, très clairement. C'est des petites erreurs, mais au finish, ça finit par avoir des dégâts assez importants quelques années plus tard. Et c'est pas forcément facile à rattraper. Donc ça, c'est vraiment en démarrant, on fait souvent des économies là-dessus et c'est pas les bons endroits pour faire des économies. Donc je pense qu'un bon comptable, un bon conseil lawyer, ça c'est les 2 points importants et c'est pas forcément là-dessus qu'il faut. C'est marrant, on avait eu Guillaume dans les LED qui nous avait dit la même chose. En fait, lui, la plus grosse erreur qu'ils aient faite, c'était d'avoir investi dans un très mauvais CRM et ça leur a coûté très cher en fait. Ça leur a coûté le premier CRM, la mise en place du deuxième, toutes les erreurs au milieu, etc. Donc c'est exactement ça. Il y a certains points sur lesquels il faut pas faire de petites décos. Je pense que des petites économies à un moment donné, mais qui coûtent cher sur le long terme. Donc ça c'en est une. Après on l'a dit tout à l'heure, c'est de papillonner quoi. Sur les discussions qu'on a, je dis ça souvent en rigolant, mais je pense qu'on pourrait tous créer une boîte par jour. Il y a des idées partout, il y a des concepts qui sont sûrement à travailler dans tous les sens. Ce qu'il faut, c'est en prendre une, 2, se concentrer un peu et les faire avancer, et puis chercher à les amener à un stade où voilà, il y a une profitabilité qui sort, il y a quelque chose qu'on sort un peu, et le projet peut vivre quoi. Et ça reste important et ça reste notre travail d'entrepreneur. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit être capable de faire ça quoi. Donc ça c'est tendance. Je pense que c'est les 2 erreurs par lesquelles aussi je suis passé. Et je pense qu'il ne faut pas arrêter d'apprendre. C'est-à-dire que l'erreur de se dire que je suis trop focus sur mon entreprise pour arrêter d'apprendre. Je pense que ça c'est une très grosse erreur et qu'on peut éviter, mais il faut accepter de prendre du temps pour apprendre quoi. Bien sûr. Alors justement, si on veut continuer à apprendre de toi, aujourd'hui les gens, je vais les renvoyer vers quoi? Vers ton site internet Duno, LinkedIn? Après il y a un profil LinkedIn qui est à jour. Duno, il y a le site de Duno, il y a le site de Jumo. Donc il y a un écosystème de communication qui existe. On mettra tout ça dans l'article qui va avec cet épisode. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je te souhaite bonne chance pour le développement. Je pense qu'on aura l'occasion sûrement de faire un follow-up de cet épisode peut-être d'ici 3 ans et il sera basé à Séoul ou à Hong Kong. Avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Un grand merci Greg. Allez, au revoir. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Abonnez-vous sur iTunes, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des messages, envoyez-moi aussi vos suggestions d'amélioration, vos idées d'interview, ce que je pourrais faire pour le rendre encore plus passionnant. Dans tous les cas, partagez tout ça autour de vous avec vos amis, vos collègues, vos collaborateurs, parce que eux aussi peuvent apprendre plein de choses de ces échanges avec tous ces entrepreneurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel entretien.